L'équipe aujourd'hui de 42 TV est en compagnie d'un collectionneur sur le thème de la mine, principalement des lampes de mine, Gérard Guay, de la région de Saint-Étienne. Gérard, bonjour. Bonjour. Alors Gérard, expliquez-nous un petit peu, avant de regarder toutes ces belles lampes qui nous entourent, dites-nous un petit peu l'histoire de la mine sur Saint-Étienne et les alentours. Ça remonte à quand exactement ? Ça remonte avant les Romains, hein. Ça remonte très très loin. Et puis après, bien sûr, il y a eu une exploitation plus pour l'argent après. Et il y a eu jusqu'à 140 puits. 140 puits de mine sur Saint-Étienne ou sur la banlieue stéphanoise en même temps ? Sur Saint-Étienne et les alentours, disons. Voilà. Alors l'exploitation, elle fonctionnait d'abord, souvent, c'était des privés, tout le monde avait fait son truc. Ils faisaient des fendus qu'ils appelaient. C'est-à-dire qu'ils descendaient en biais dans la montagne, si vous voulez, dans la zone, et après les puits sont arrivés. Mais il est vrai que c'était mal réglementé. Ensuite, l'État a mis son veto, si je puis dire. Et puis c'est devenu les mines qu'on connaissait à la fin, qui ont duré jusqu'à le dernier puits, je crois que c'était le puits Pigeot, c'était en 1983, et j'ai eu la chance de descendre. Quel était le système justement pour sécuriser l'exploitation de la mine au fond ? Est-ce qu'il y avait un système de ventilation, d'aspiration Expliquez-nous. Il y avait des ventilations, heureusement, parce que il y avait un peu tout, disons, au point de vue pour la sécurité des gens, la recherche du grisou, parce que Saint-Étienne, souvent, sont des mines grisouteuses. Et c'est explosif à un certain pourcentage, à 7% dans l'air, et ça devient explosif. Voilà. Sans raison particulière, je veux dire, il ne faut pas de flamme ou quoi que ce soit. Si, c'est par rapport à une flamme ? Si, par rapport à une flamme, il faut une flamme quand même. Et encore, on ne sait pas tout. Hein. Donc, ils avaient trouvé un système, c'est les Anglais, et ils descendaient un canari. Mais c'était pas pour le grisou, contrairement à ce qu'on peut croire, c'était pour le monoxyde de carbone. Le grisou, c'est un gaz léger qui se situe en haut, et le monoxyde en bas. Donc, ils descendaient le canari dans une des petites cages la journée. Et quand on voyait le canari commençait à rouspéter, il tombait, il sortait vite, puis voilà, c'est tout. Comment étaient structurées les équipes justement qui descendaient au fond, ou même les équipes qui restaient en surface pour trier le charbon, etc. Comment ça fonctionnait tout ça ? Eh bien, il y avait beaucoup de femmes d'ailleurs, les trieuses, comme on les appelait, et puis il y avait des équipes, ça marchait 24 heures sur 24, hein. C'était des 3-8. Voilà, c'est ça. Oui, c'est sûr. Alors, donc il y avait le mineur qui était là pour faire la recherche du minerai, taper dans les cailloux carrément, comme on dit. Mais il y avait des encadrants. Comment c'était structuré ? On appelle ça souvent des ingénieurs, mais bien sûr c'était très 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 réglementé, hein. Et il fallait il y avait des chefs, il y avait une hiérarchie, quoi. Alors, ceux qui gagnaient le plus, c'est ceux qui étaient à l'avancement. L'avancement, c'est ceux qui sont au bout de la galerie et ils gagnaient plus, il y avait plus de risques, il y avait... Gérard, expliquez-nous comment vous êtes devenu collectionneur sur le thème de la mine et principalement sur les lampes de mineurs. Alors, sur les lampes de mineurs, c'est un peu... Il y a 40 d'années, hein, je les ramasse. Je les collectionne. C'est arrivé par l'intermédiaire du grand-père de mon épouse, qui lui était mineur. Et il avait eu un accident, il doit avoir 16 ans à Saint-Étienne. Et donc, un jour, pour me faire plaisir, on m'a fait cadeau d'une lampe. Et ça a commencé comme ça, j'ai pris cette passion. Une a attiré l'autre, et ainsi de suite, et ça... Et aujourd'hui, votre collection, vous savez exactement combien de lampes vous avez ou pas ? Environ 300. 300 lampes ? Oui, quand je parle des lampes, quand je parle des lampes, il y a les lampes à huile, il y a les lampes électriques. Les lampes électriques ne m'intéressent pas trop, c'est vrai. Les lampes à huile, les lampes à essence et les lampes à acétylène, le carbure. Alors justement, on va découvrir maintenant pour 42 TV, vous allez nous présenter un petit peu cette collection de lampes. Si on prend un petit peu dans le sens chronologique des choses, les premières lampes qu'utilisaient les mineurs, c'était quoi ? C'était des lampes à huile, c'était des lampes... C'était des lampes à huile, mais archaïques. Du temps des Romains, ils avaient des fendus, on appelle. Donc, comme je l'ai dit, c'est une pente dans la montagne, et il fallait bien qu'ils s'éclairent, mais ils avaient quand même des problèmes de grisou, donc c'était des lampes qui avaient un feu nu. Et petit à petit, après, ils se sont améliorés, ils ont fait des lampes dites de sécurité. Voilà. Donc, il y a eu une évolution. Et on a répertorié à peu près une quantité de lampes, ça doit être environ 10 000 variantes. C'est énorme. Alors 10 000 lampes du démarrage jusqu'à la fin, on va dire. Jusqu'à la fin, oui. Les lampes se sont améliorées avec le temps.
ce qui n'empêche pas aujourd'hui qu'il y ait encore des accidents. Et ils se servent toujours des lampes dites de sécurité pour définir s'il y a du grisou ou non. Alors après les lampes à huile, qu'est-ce qu'on a eu comme amélioration, comme technique au niveau de la lampe? Ben après la lampe à huile, il y a eu les lampes à essence, dites de sécurité, c'est-à-dire il y avait un verre, un tamis, c'est très compliqué la technique. Hein. Et après, ils ont eu les lampes au casque avec une batterie, et puis voilà, quoi, c'est tout. Et ça s'arrête là. Est-ce qu'il y avait des régions qui avaient leur propre lampe, leur propre style de lampe, ou c'était assez uniformisé sur le plan national? C'était pas uniformisé parce que chaque mine avait besoin d'une certaine lampe. C'est-à-dire Carmaux, par exemple, il n'y avait pas de grisou. Ils utilisaient des lampes dites à feu nu. Et nous, à Saint-Étienne, il nous fallait des lampes qui étaient dites de sécurité. C'était des lampes à essence. Et puis, ils ont payé un lourd tribut, hein, les mineurs. Hein. J'ai des documents qui démontrent qu'il y a 200-300 morts d'un coup. Et pourquoi? Parce qu'il y avait des explosions qui étaient dues, pas toujours au grisou, d'ailleurs on disait c'était le grisou, mais c'était souvent du monoxyde de carbone, c'est-à-dire il s'asphyxiait, voilà, c'est ça. Mauvaise ventilation, c'était pas évident. Mais autrement, l'évolution des lampes, aujourd'hui, je pense qu'elles sont quand même bien au point, mais on n'en a plus besoin, on n'a plus de mine. Alors Gérard, on parlait des lampes typiquement stéphanoises. Là, entre vos mains, c'est un exemple de lampe stéphanoise. Expliquez-nous. Oui, absolument. C'est un Crézieux, un 16 pans, une 16 pans. Elle existe en 16 pans, donc celle-ci c'est la plus rare. Et donc, mais c'est les dignitaires, c'est les gens qui avaient beaucoup d'argent qui achetaient ce genre de lampe. Il y a les 16 pans, il y a les 8 pans, j'en ai. Il y a les rondes, et chaque fois, elles ont un coq. Et ce coq, c'est l'emblème de la vigilance. C'est-à-dire. D'accord, mais alors le coq, il avait une utilité à part d'être emblématique? Le coq servait en fait de vis pour bloquer la fermeture du dessus de la lampe. Voilà, c'est tout. Et dedans, qu'est-ce qu'on mettait? On mettait de l'essence? De l'huile en principe, de l'huile. Donc il y avait plusieurs sortes d'huile, ouais. Il y avait de l'huile d'œillette, il y avait de l'huile un peu tout, quoi, de la noix même, mais bon. D'accord, donc si je comprends bien, c'est le mineur qui achetait sa lampe, on lui fournissait l'huile, après comment ça? Ah non, il payait l'huile. Il y a même eu des grèves qui ont été déclarées, on a retrouvé ça dans les archives, parce qu'ils en avaient marre de payer l'huile. Et donc ils payaient l'huile, ils payaient la lampe et ils payaient même certains outils. Vous voyez? D'accord. Alors après cette lampe à pan ou ronde, donc qu'on appelait comment exactement? Crézieux. On l'appelait Crézieux ou alors souvent c'est Crézieux quoi, c'est rave parce que elle ressemblait à une rave, disons les rondes. Je parle des rondes. Hein. Évidemment, il y a eu beaucoup de fabricants, plus d'une dizaine à Saint-Étienne, mais le plus connu c'était Verrier, à mon avis. Voilà. D'accord. Alors, et justement, comment vous les trouvez ces différentes lampes? Vous allez chiner en brocante? C'est sur des annonces? On les trouve généralement en brocante. Et puis, moi, personnellement, j'ai un réseau d'informateurs, si j'ose dire, parce qu'on est plusieurs copains et on collectionne chacun son truc. Certains, c'est du militaria, d'autres, c'est des tire-bouchons, ça paraît marrant, et puis d'autres, c'est des lampes. Et quand ils ont un repère, ils me font signe, et puis voilà, ils m'envoient une photo, et c'est comme ça, mais c'est dans les brocantes. Et souvent, on va à Lyon. Canal, c'est la deuxième brocante de France, hein, faut pas l'oublier. Les puces du canal, vous parlez? Les puces du canal, ouais. Et donc là, il y a pas mal de monde et c'est intéressant. Alors Gérard, après donc les Crézieux, les raves, là vous tenez un autre spécimen de lampe. C'est un modèle qui est typique de Saint-Étienne ou pas? Bon, pas spécialement, mais à Saint-Étienne, jusqu'à dans les années 50, 60, et même, ils avaient ce genre de lampe. Voilà, c'est tout. Classique, c'est une lampe dite de sécurité, ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier et de différent par rapport à celle que vous nous avez montrée avant? Celle-ci, elle est équipée avec un tamis qui permet de se protéger contre le grisou, surtout. Voilà, c'est tout. Et quand il y a du grisou, la flamme s'allonge. Il y a beaucoup de repères qui font que... Donc au niveau de la technique, là, on est déjà quand même beaucoup plus avancé. On a plus de sécurité pour le mineur. On a plus beaucoup avancé à part l'électronique aujourd'hui, évidemment, des recherches de grisou, même de monoxyde de carbone. Mais la lampe, ils s'en servent encore. Il y avait quand même au 19e et au courant du 20e siècle des manières autres pour détecter le grisou dans les galeries. Oui, ils avaient des grisomètres qu'on appelle, j'en possède d'ailleurs quelques-uns. Ils jouaient sur la longueur de la flamme, c'était assez
C'est archaïque, hein, mais c'était très efficace. Vous pouvez nous montrer un grisomètre? Donc là, Gérard, c'est un grisomètre, ce que vous tenez entre vos mains. Oui, oui, voilà, absolument, c'est un grisomètre, ça. Et il y a des règles ça définit surtout la longueur de la flamme. Et plus la flamme est longue, ça veut dire plus il y a de carburant. Carburant, c'est le grisou. Donc, mais comme c'est étanche, normalement, ça ne doit pas exploser, normalement. Bon, ça, c'est autre chose. Voilà. Et ça, c'est le grisomètre, c'est un chesneau, ça. Et donc, ils étaient plombés, vous voyez. Ici, il y avait un plomb pour pas que les gens puissent le désouvrir. Mais autrement, c'est un bel objet, voilà. Gérard, depuis 40 ans que vous collectionnez donc les lampes de mine, il y a une lampe de mine qui vous fait rêver, que vous n'avez pas encore malheureusement dans votre collection et que vous recherchez? Oui, il y en a une que je recherche, ça s'appelle la Davis stéphanoise. Donc j'en ai une, mais j'en ai raté une il y a pas un mois. Et bon, Alors on pourrait presque lancer sur ce reportage une annonce comme quoi vous cherchez des lampes et que vous êtes prêt à accueillir toutes les propositions qu'on va vous faire alors. par exemple, oui, on peut, oui. Oui, oui, oui. Eh bien Gérard, merci de nous avoir accueillis si gentiment dans votre musée privé, donc en région de Saint-Étienne. Alors, on va vous souhaiter de trouver encore beaucoup de lampes ou d'objets relatifs à la mine. Merci beaucoup et puis ben, peut-être à une prochaine fois.